Le dimanche à la foire du livre, c'est l'occasion de sortir en famille. Les groupes scolaires leur ont fait la place, mais s'il peut paraître difficile de concilier les intérêts de tous les âges, il est une discipline qui ne fait que des heureux, la cuisine. La littérature culinaire connaît en effet un essor particulier ces derniers temps, grâce aux émissions de télévision. Alors ici, les médias sont présents, mais la cuisine aussi. On vous emmène tout de suite au Palais Gourmand. Du matériel professionnel, des produits de qualité et des chefs qui expliquent pas à pas ce qu'ils font, on n'est pas chez Top Chef, mais on pourrait s'y croire. La différence ici, c'est la composition du jury. Donc finalement ici, c'est vous les jurys, c'est le public le jury. Oui. Et on peut donner notre avis et lui aussi nous donne ses petits conseils de recettes et de cuisson. Donc c'était assez intéressant. Et là, le verdict? Délicieux. C'était bon? Excellent, très fin et exquis. Vous achetez des livres aussi? J'achète des livres aussi, oui. Oui. J'achète surtout pour mes enfants parce qu'ils aiment bien de cuisiner. J'en ai 5 et ils aiment bien tous de cuisiner. Car ici, c'est bien de livres qu'il s'agit. Et côté librairie, l'influence du petit écran se fait sentir. Sur les couvertures mises en avant, on reconnaît des visages bien familiers. Je pense réellement que le fait qu'il y ait énormément d'émissions pour le moment ait donné un boom au livre culinaire. Et je pense réellement qu'il y a énormément de personnes qui se disent moi aussi je peux le faire, moi aussi j'ai envie de cuisiner pour moi-même ou pour ma famille. Je pense aussi que les cuisiniers ont vraiment envie d'être beaucoup plus proches du public et c'est pour ça que je pense que le fait qu'il y ait un cooking show puisse permettre aux personnes de poser librement leurs questions au chef étoilé. Donc je pense réellement qu'il y a une envie de deux côtés, que ce soit par rapport au public ou que ce soit tout simplement pour le chef d'être le plus proche. Voilà, c'est gai de pouvoir rencontrer les gens, leur expliquer notre façon de vivre et notre façon de cuisiner. C'est un peu comme Top Chef mais en live, quoi, un peu comme au théâtre Top Chef. Ouais, c'est juste qu'ici il n'y a pas les scènes coupées, donc c'est la réalité, quoi, voilà. Et le jury, c'est le public finalement. Voilà, c'est peut-être le plus gai, quoi, je trouve. Les gens qui viennent manger chez nous, c'est ce qui est le plus intéressant et le plus important. Ils sont plus ou moins exigeants que les chefs? Je dirais qu'ils sont exigeants différemment, quoi, hein. Ceux qui viennent manger chez nous, ils viennent pour se faire plaisir. Les chefs, c'est différent, c'est un point de vue plutôt de travail. Les visiteurs applaudissent des chefs épanouis. Finalement, ici, tout le monde y gagne. Après le plaisir de la langue, voici venu le plaisir des langues, et ce, même pour les tout-petits. Dans ce salon, de nombreux ouvrages sont présentés en langues étrangères, et l'anglais y est particulièrement mis en évidence. Mais lire dans autre chose que sa langue maternelle, cela relève-t-il plus du défi ou de l'obstacle ? Je préfère la version française parce que je connais l'anglais, mais pas de façon assez subtile que pour comprendre toutes les subtilités de la langue. Quand je peux, quand je parle la langue de la version originale, j'essaie de le lire en version originale. Je ne connais pas suffisamment l'anglais que pour me lancer dans la lecture d'un livre. It can be an easy way to improve your knowledge of a language. Je lis plus en VF, comme je n'ai pas assez de connaissances dans d'autres langues pour lire dans la version originale. Quand l'auteur est anglais et qu'il écrit le livre en anglais, j'ai l'impression que quand on le lit dans sa langue maternelle, on est plus proche de lui, on ressent plus ce qu'il a voulu dire. Oh bah certainement qu'on perd du contenu en traduction, ça c'est évident. On perd surtout l'ambiance, je crois. When you read in the original language, then you actually get to kind of pick up the nuances and the connotations a bit better. Quand il y a traduction, il y a souvent perte, voire déformation du message original. C'est plus difficile, ça vous demande plus de concentration peut-être Ça demande évidemment un petit peu plus de concentration, ça va un peu moins vite. But it's worth it. It is worth it, yes. Thank you. Nous partons maintenant à la découverte d'un auteur britannique, Alec Le Sueur. Ses œuvres sont teintées d'humour vraiment british, un univers difficile à définir mais encore plus à traduire. Pourtant, il est publié dans une dizaine de langues. Mais en fin de compte, qu'est-ce donc réellement que cet humour vraiment british ? Quelles sont les caractéristiques de l'humour british ? L'humour british, c'est beaucoup d'autodérision, d'ironie, de sarcasme. C'est parfois un peu absurde, comme dans les premiers Monty Python par exemple. C'est difficile d'expliquer pourquoi c'est drôle,
Mais ça l'est. C'est avant tout de l'autodérision et de l'ironie. Est-ce que cet humour est traduisible selon vous? C'est une bonne question. Je n'en suis pas sûr. Après traduction, certains de mes livres marchent bien dans certains pays et pas d'autres. Je ne sais pas si c'est parce que les traductions sont mauvaises ou si c'est l'humour qui ne passe pas. Donc je ne pense pas qu'on puisse traduire l'humour anglais. Soit on le comprend, soit on ne le comprend pas. Je crois que les Hollandais apprécient cet humour, ou alors c'est le traducteur hollandais qui est excellent, parce que je crois avoir vendu plus d'exemplaires en hollandais qu'en version originale. En tant qu'auteur, supervisez-vous les traductions? Non, je n'ai pas mon mot à dire, c'est l'éditeur qui trouve les traducteurs. Je reçois juste un mail qui dit que je suis désormais lu en letton, en estonien ou en espagnol. On ne m'a consulté qu'une seule fois pour une version audio. Il voulait seulement savoir comment on prononce mon nom. Notre invité aujourd'hui est Monsieur Pierre Assouline. Monsieur Pierre Assouline, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes auteur, chroniqueur, romancier, biographe. Vous avez fait notamment les biographies de Georges Simenon ou d'Hergé, pour n'en citer que deux comme exemple. Vous venez de donner ici une conférence concernant la traduction. Que vaut cet intérêt pour la traduction en particulier ? Bon, pour moi, ça part déjà d'un intérêt pour la littérature étrangère, que je lis beaucoup, intensément depuis longtemps. Et c'est normal de s'intéresser aux traducteurs dans la mesure où on le sait peu, mais ils sont en quelque sorte les co-auteurs de tous les livres, de tous les romans, et même aussi les essais, qu'on lit traduits d'une langue étrangère. Alors vous parlez de notion de co-auteur. Est-ce que ce n'est pas un peu une utopie également que les traducteurs soient reconnus comme co-auteurs ? Je crains que ce soit une utopie. Parce qu'il ne faut pas exagérer, c'est ce qu'on va dire, c'est un peu trop arrogant. Ils ont été invisibles et discrets pendant des années, mais maintenant ils veulent être co-auteurs. Alors juridiquement, je crois que de toute façon c'est inacceptable et ça ne passera jamais. Mais quand je dis co-auteur, moi je le dirais beaucoup plus co-auteur virtuel. Un co-auteur qui n'aurait pas de revendications excessives et extravagantes comme co-auteur. Simplement qu'on sache que c'est lui qui a écrit pour la seconde fois le livre. Vous avez également évoqué lors de cette conférence qui vient d'avoir lieu le fait que les traducteurs étaient peut-être mieux placés que les critiques littéraires pour justement critiquer un ouvrage. Vous pouvez un petit peu expliquer cela ? Je pense qu'ils sont mieux placés. Pourquoi ? Parce que les traducteurs sont les seuls à entrer dans le corps du texte original. La plupart des critiques littéraires ne lisent jamais le texte original. Ils lisent la traduction. Alors que le traducteur, lui, évidemment, s'est battu au sein de ce texte original. Il s'est battu pied à pied, il s'est battu mot à mot. Et donc, il a une connaissance de la langue de l'écrivain qui est une connaissance intime que très peu de gens ont. Et quand vous faites de la critique littéraire, vous avez intérêt à bien connaître. C'est pas seulement critiquer une histoire, c'est critiquer aussi une langue. Et cette langue, il n'y a que le traducteur qui la connaît. Donc, je pense qu'il a une vision extrêmement intime d'un livre que les critiques littéraires n'ont pas. Les logiciels ne sont pas l'avenir de la traduction, mais je crains qu'ils soient l'avenir de certains éditeurs. Je crains que certains éditeurs, le jour où le logiciel sera sophistiqué, perfectionné, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça va venir bientôt, et quand il y aura je pense qu'il y aura une robotisation, un jour ou l'autre, de l'activité de traduction, et je trouve ça un petit peu effrayant, parce que l'algorithme risque de l'emporter sur l'homme. Et ça, c'est quand même triste. La langue est donc un élément essentiel de l'identité d'une œuvre. Mais partons maintenant à la découverte des autres cultures grâce à un voyage dans le temps, en comparant les textes de Voltaire aux problématiques d'aujourd'hui. Elie Barnavi propose son opinion concernant les croyances, mais également le dialogue et la tolérance entre elles. Le combat que mène Voltaire et que nous croyons naïvement gagner, il est en train de le faire surface. C'est aujourd'hui qu'il nous parle. Que vous dit-il ? Il me dit l'importance du combat contre le fanatisme, il me dit l'importance des droits de l'homme. Elie Barnavi est historien expert en religion. À la fin du livre, il est venu débattre sur le combat contre le fanatisme. S'il a appuyé ses dires sur les écrits de Voltaire, il explique néanmoins que la tolérance prônée par celui-ci ne suffit plus. Vous n'êtes pas toléré par votre égal, vous êtes toléré par votre supérieur. La tolérance est très bien,
mais il faut la dépasser vers le droit. C'est ce que j'entendais par là. Il faut que de la relation hiérarchique, qui est celle de la tolérance, on aboutisse à la relation d'égalité. En d'autres termes, si j'étais belge, je ne voudrais pas tolérer les musulmans, ça n'a aucun sens. Je voudrais qu'ils soient considérés comme des égaux au sein d'une société d'égaux. Et donc c'est le moment de le lire Voltaire. Cette journée a été rythmée par les files d'attente pour les dédicaces, et c'est notre image du jour. Après cette attente marquée par des points de suspension, voici à présent le moment de clôturer cette émission. Mais avant de tourner la page, je vous invite dès à présent à l'édition 2015.